Hello les geeks no life et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais te demander est-ce que tu galères dans ta recherche d'emploi. Eh bien aujourd'hui nous allons voir comment aller à la rencontre des entreprises en mettant en place un serveur MCP. Donc nous verrons ce que c'est. Et pour aller plus loin, nous allons voir aussi comment à partir des recherches que tu as effectuées, eh bien, spécialiser tes recherches dans les entreprises qui t'intéressent et aussi de voir comment tu peux faire aussi un modèle te permettant de stabiliser ces recherches et de comparer donc tes recherches à différents agents IA de type expérimentation. Donc c'est parti, je vais te montrer ça sur mon écran. Alors, eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais je suis tombé sur l'API recherche d'entreprise qui est partagée par le gouvernement français. Et effectivement, eh bien, je pense que c'est une bonne source de données pour rechercher des entreprises qui peuvent t'intéresser. Donc, ce qu'il y a d'intéressant en fait dans l'API recherche d'entreprise, c'est que c'est quelque chose qui vient de DataGouv et le gouvernement met à disposition une API de type OpenAPI en Swagger. Donc je l'ai ouverte ici et effectivement avec ça, eh bien, ça va nous permettre de récupérer des résultats de manière plus efficiente puisque en fait on va pouvoir faire des recherches plus précises avec des requêtes en mettant aussi différents types de catégories comme le code postal, le département, la région, etc. etc. Alors, eh bien, pourquoi faire un serveur MCP? Eh bien, comme vous savez, donc là je vais vous montrer donc mon outil de travail. Donc là, c'est un projet que j'ai monté, donc effectivement, nous allons y revenir bien sûr. Mais l'idée, c'est que dans Cursor, là, ici dans les settings, Cursor settings, tu as la possibilité effectivement d'ajouter un serveur MCP. Donc on va voir ça tout à l'heure. Et l'intérêt en fait, c'est que toi, eh bien, à l'intérieur de Cursor, tu vas pouvoir prompter ton IDE. Et bien, pendant que tu codes, eh bien, tu peux aussi faire à la fois des recherches d'emploi sur des entreprises, ou même, eh bien, si tu es sales, eh bien, tu peux très bien aussi te rapprocher d'entreprises qui intéresseraient ton entreprise pour axer, par exemple, sur la vente. Alors, du coup, comment faire un modèle contexte protocole? Eh bien, l'idée principale, c'est de se rendre sur le site internet qui en parle, qui s'appelle modelcontextprotocol.io. Effectivement, donc là, donc je ne vous ferai pas le détail de ce site, je vous laisserai regarder par vous-même comment ça fonctionne. Mais du coup, l'idée, c'est de fournir un outil, en fait, de créer soi-même. Donc nous, on va créer nous-mêmes notre serveur. Et en fait, l'ordinateur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va agir sur le protocole pour requêter le serveur qui renverra l'information. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a différents types de SDK qui sont fournis. Et je m'étais dit, en fait, pourquoi pas utiliser le SDK Descript. Et en fait, finalement, je me suis rappelé que eh bien, je suis aussi très fort en PHP et surtout, je vous montrerai tout à l'heure, eh bien, il y a une ressource en PHP qui m'a aidé pour construire le serveur MCP. Alors, pourquoi j'ai choisi de faire ce MCP en PHP plutôt qu'en TypeScript, qui est effectivement quelque chose de plus moderne. Donc là, en fait, ce que je voulais dire, c'était aussi que, eh bien, alors moi, bon, ça c'est juste mon cas de figure. En fait, je vais vous dire un petit peu ce que je pense entre PHP et Node.js. Pour moi, qu'est-ce que c'est les différences entre PHP et Node.js?
Et principalement, donc là je suis allé sur un site internet qui s'appelle Kinsta, donc bon, j'ai fait une recherche Google et je suis tombé là-dessus. Et donc il parle en fait effectivement le choix de la techno à utiliser. Quand est-ce qu'on utilise Node.js? Eh bien en fait c'est quand on recherche des choses au niveau du full stack, de la rapidité et de la performance, du développement moderne avec la technologie et aussi d'applications de données en temps réel. Et quand est-ce qu'on utilise PHP? Eh bien, c'est quand on souhaite être flexible et aussi quand on veut ajouter la portabilité. Alors moi, pourquoi je le fais en PHP? Eh bien, principalement, parce que j'utilise Uniflow. Je pense que vous devez peut-être connaître. Donc c'est un outil interne chez Darkwood qui me permet de faire de l'automation. Et aussi au niveau de la partie blog, donc voilà, de la partie blog, donc là je suis au niveau de la version 16. Et moi ce que j'ai mentionné au niveau de la partie blog, c'est que j'utilise maintenant Franken PHP. Et c'est vrai que j'ai longtemps hésité, puisque en fait, une certaine période, eh bien, donc c'est ce que vous pouvez voir sur la home du site. D'ailleurs, j'ai pas corrigé ça, mais en fait, le site, en termes de serveur, était compatible avec Node.js. Et en fait, j'ai fait complètement une refonte de la partie serveur vers PHP. Donc, pourquoi j'ai fait cette refonte? Donc, pourquoi j'ai choisi Franken PHP et non pas Node.js? Eh bien, pour moi, en fait, c'est d'une part, déjà, je suis très familier avec l'écosystème PHP. Et d'autre part, en fait, le fondateur qui a fait Franken PHP, que je nommerai pas et que vous devez sûrement connaître, a mentionné aussi le fait que lorsque on souhaite arriver un petit peu plus en détail techniquement dans la compilation entre du Node.js et du JavaScript et du PHP, en fait, ce sont deux écosystèmes qui marchent un peu différemment. Et en fait, ce que je voulais mentionner, c'est que effectivement, peut-être que vous allez avoir une stack beaucoup plus moderne en JavaScript. Cependant, il vous faut aussi des bonnes connaissances en JavaScript. Et si ce n'est pas le cas, en fait, vous vous apercevrez rapidement que sans avoir des connaissances approfondies en Node.js, vous vous retrouverez sur des problématiques que vous n'aurez pas en PHP. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi de rester sur du PHP, puisque donc ça c'est mon avis personnel pour moi ce qui est la différence entre Node.js et PHP. Donc moi pourquoi j'avais transité sur Node.js à l'époque? D'une part, pour moi, un des éléments qui était en faveur, pour moi, c'était le fait de pouvoir faire du JavaScript côté client et côté serveur. Et dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'on a le même langage entre le côté client et le côté serveur. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si vous avez besoin de récupérer une fonction côté client, en fait, vous avez juste à la copier-coller sur le côté serveur. Entre guillemets, puisque effectivement, entre le client et le serveur, vous n'utilisez pas forcément les mêmes frameworks, mais en tout cas, en bare metal, si vous faites la clean architecture, des choses comme ça, quelque part, vous pouvez reprendre le code de manière ISO sans avoir en fait à penser autre chose que vos fonctionnalités. Donc en fait, pour moi, ça, c'était vraiment un choix que je voulais au niveau Node.js. Un autre choix aussi, alors je ne sais pas encore si c'est forcément le cas en PHP, mais moi en fait ce que j'aimais bien en Node.js, c'était le fait de pouvoir démarrer une application avec la commande npx. C'est-à-dire qu'en fait on appelle npx et le package, on télécharge rien, et en fait la commande s'exécute elle-même. Donc ça, en fait, ça c'est propre, c'est pas propre à Node.js forcément, mais c'est propre à ce qu'ils ont développé qui s'appelle npx. Il me semble qu'on peut faire quelque chose de similaire avec Composer. Donc là, pour l'instant, j'émets des reverses, mais je crois que c'est possible.
Et l'autre point par rapport à Node.js et qui fait la différence avec PHP, eh bien en fait c'est que PHP à la base c'est un langage pour lequel quand vous exécutez la requête, eh bien il y a un remplissage de mémoire et tout à la fin, lorsque le processus finit, eh bien tout disparaît et vous n'avez, en fait tout est balayé. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas du tout de partage d'état ou de choses comme ça. Et en fait, la mémoire est gérée uniquement lorsque vous faites une requête et à la fin de la requête, en fait, tout est fini. Ce n'est plus exactement forcément le cas avec FrokenPHP, puisque maintenant, FrokenPHP introduit la notion de worker, c'est-à-dire que eh bien, vous allez pouvoir gérer un état continu côté serveur de votre worker PHP. Donc en ce sens, quelque part, pour moi, il s'apparente ou il se rapproche de l'écosystème Node.js. Et donc, bien c'est pour ça que fait, maintenant je vais dire la deuxième raison, quelle est la différence entre Node.js et PHP pour moi. Eh bien, pour moi, Node.js, eh bien, c'est le fait justement de tenir et de maintenir un état chargé en mémoire. Et de ce que j'ai compris par rapport à cet environnement, eh bien, au mieux vous arrivez à gérer cette mémoire et que vous arrivez à la remplir de manière efficiente par rapport au process et à l'allocation de mémoire que vous avez donné, au mieux, en fait, vous allez pouvoir traiter votre programme de manière la plus efficace. Ce qui n'est pas forcément le cas en PHP, puisque en fait, en PHP, comme on perd toute la mémoire à chaque requête, eh bien, la problématique de PHP, ça va être, je parle de nous, entre guillemets, parce que je connais, je suis dans un écosystème de développeurs PHP, eh bien, ce qu'on va essayer de faire, c'est que on essaye de minimiser en fait le temps de chargement, puisque à chaque fois il y a quand même un petit overhead qu'on doit faire pour bootstrapper l'application. Donc c'est pour ça qu'en fait il y a des choses qui sont mises en place comme le cache, et donc assez récemment avec FrokenPHP, la mise en place justement d'un worker actif qui permet d'avoir justement ce flow de données et d'état qui est géré un peu comme Node.js. Donc au final, est-ce que Node.js et PHP sont franchement différents? Eh bien, c'est pas sûr. Un des avantages aussi, un troisième avantage par rapport à Node.js, bon ça c'est un collègue qui m'en a parlé, c'est aussi que Node.js a été conçu à la base comme étant un langage minimaliste et surtout qui puisse en fait appeler les sous-couches du système de façon très efficiente, comme par exemple déclencher des threads ou des choses comme ça. Ou accéder aux fichiers ou des choses comme ça. Donc en fait, c'est que vous avez plein de choses natives à Node.js qui vous permet d'interroger la couche core de votre OS. Mais en PHP, eh bien, on peut aussi utiliser les extensions PHP qui nous permettent aussi d'avoir quelque chose d'équivalent. Donc au final, pour moi, qu'est-ce que c'est la différence entre Node.js et PHP? Eh bien, je dirais que c'est plus une question de syntaxe. Et effectivement, en PHP, l'intérêt, c'est aussi d'avoir une syntaxe assez permissible. Alors que si vous faites du Node.js et en particulier du TypeScript, vous allez être confronté à une syntaxe qui est beaucoup plus rigide, qui vous permet aussi de traiter les erreurs au plus tôt. Mais effectivement, lorsque vous souhaitez faire des programmes en Node.js et vous souhaitez avoir une expertise dans ce domaine, à ce moment-là, effectivement, il faut, à la différence de PHP, il faut, je pense, avoir plus de connaissances que que les connaissances que vous auriez en PHP. Donc, entre guillemets, une bonne pratique, ça serait, entre guillemets, voilà, le legacy. Si vous souhaitez faire du PHP, eh bien, vous verrez qu'en pratiquant du Node.js, un moment ou un autre,
si vous allez très vite, si vous souhaitez développer vos applications rapidement, eh bien vous verrez que vous tomberez dans des problèmes techniques que potentiellement eh bien j'aurai pas en PHP. Donc c'est pour ça que par rapport à ces avantages et ces inconvénients, moi j'ai choisi, donc dans le cadre de la création du serveur MPC, de rester sur du PHP pour être flexible et dynamique et être portable. Bien sûr, je sais faire du Node.js, donc ça je l'ai montré donc dans mes dernières vidéos. Mais effectivement, moi-même, je dois me former plus sur certains aspects en Node.js. Voilà, je ne connais pas tout, mais voilà, je peux être aussi amené à faire du Node.js dans l'avenir. Donc, voilà pour la partie PHP Node.js. Et voilà, donc là, on a notre projet qui est setup. Donc, je vous rassure, je vais vous parler de tout ça. Mais avant, en fait, je voulais aussi vous parler un peu de la traîne, qui est le vibe coding. Évidemment, qui ne fait pas du vibe coding en 2025 ? Eh bien, en fait, pour tout vous dire, cette terminologie, je l'ai apprise très récemment en regardant une des dernières vidéos de Oussama Ammar. Et donc, vous verrez au timecode 4.35. Donc, il exprime le fait que tout développeur ou toute personne peut effectivement faire du vibe coding. Hop, je vais mettre le son. Codeur, pas codeur, grâce au vibe coding, tout le monde peut réaliser ses idées. Alors il y a des outils comme Bolt, Lovable, et plein d'autres outils qui permettent littéralement de transformer ce qu'on imagine en quelque chose qui existe avec du vrai code. Voilà. Bon, moi j'en dirai pas plus par rapport à ça. Mais alors si, je vais quand même mettre mon avis par rapport à ce qu'il a dit. Donc oui, vous pouvez faire avec du vibe coding des applications, vous pouvez les bootstrapper avec du vrai code. Cependant, cela ne remplacera pas non plus les bonnes pratiques de développement. Donc, eh bien, lorsque vous voudriez aller plus loin dans le développement de votre application, eh bien, vous verrez que vous serez très intéressé pour revenir un petit peu dans le monde du développement et de comprendre un petit peu comment fonctionne eh bien, un ordinateur. Alors, bien sûr, j'ai quand même fait ma recherche de manière un peu plus approfondie. Et le vibe coding, en fait, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. On va dire que voilà, c'est quelque chose qui date de février 2025, mais d'après Wikipédia, c'est quelque chose qui a émergé dans les années 2023 de quelqu'un qui s'appelle Kapati et qui expliquait The hottest new programming language is English. Voilà. Donc voilà, je vous laisserai lire l'article de Wikipédia concernant le vibe coding. Et nous, du coup, on va commencer à s'attaquer sur le dur. Donc, est-ce que, du coup, voilà, est-ce que, du coup, moi, je vais faire du vibe coding ? Je vous rassure, en fait, eh bien, j'en ai fait tout à l'heure. Eh bien, en fait, voilà, pour faire ce projet, j'ai mis à peine 10 minutes à faire ce projet. Juste à réaliser quelques prompts chez moi, tranquille, à la maison. Donc c'est pour ça qu'en fait, le dépôt que je vous partage ici, eh bien, c'est pas moi qui vais vibe coder devant vous, mais justement, en fait, je vous ai préparé des prompts qui seront préécrits et pour lesquels, en fait, justement, en les reprenant un à un, eh bien, vous pourrez vibe coder tranquillement dans votre canapé et expérimenter justement cette sensation de pouvoir lancer des applications en à peine 10 minutes, quoi. Donc voilà, donc nous verrons justement en passant sur les prompts, je vous montrerai les prompts progressives, et bien comment j'ai abouti à l'application que j'ai développée. Donc on arrive dans le développement de l'application MCP.
Alors, donc, si je reprends le modèle contexte protocole, eh bien, moi, ce que je me souviens, c'est que dans la communauté PHP dans laquelle j'évolue, eh bien, il y a un article de la société Joli Code qui a été écrit, il n'y a pas en février, mais il y a beaucoup plus tôt, en fait, c'était l'année dernière, hein, enfin, en début d'année 2025. Voilà, on a un article qui parle du MCP protocole, voilà, qui a été rédigé par une personne de la core team Symfony qui s'appelle Grégoire Pinault. Et cette personne explique comment mettre en place un serveur MCP, donc en expliquant un petit peu les principes et en expliquant un petit peu comment ça marche techniquement avec les messages, donc la partie message. Et donc lui, ce qu'il propose, c'est d'en faire une implémentation dans laquelle on liste les commandes Symfony, et on a aussi la possibilité d'exécuter des commandes Symfony. Et pour cela, en fait, lui, ce qu'il propose, c'est d'en faire une commande exécutée pour laquelle, en fait, on lit l'entrée stdin, pour laquelle on va process l'input. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre en place donc, le MCP, donc il s'attend en fait à recevoir quelque chose qui s'appelle initialize. Et du coup, on peut lui soumettre la liste des outils. Donc là, la scène list, eh bien, en fait, ça répond à une norme descriptive pour le MCP. Et après, on a aussi la liste des calls MCP. Et je crois, c'est tout. Et donc, moi, du coup, je me suis dit, voilà, je vais reprendre son article. Donc, en fait, j'ai pris l'ensemble de son article et j'ai vibe codé un petit peu en faisant donc, le prompt que je vous propose. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dit, voilà, je veux créer un serveur MPC avec PHP et Symfony et utiliser HTTP client. Bon, parce que je ne sais pas pourquoi OpenAI, systématiquement, il souhaite utiliser Guzzle HTTP. Donc, moi, je préfère utiliser HTTP client. Et je lui ai dit, voilà, inspire-toi de cet article. Ce qui m'a fait que, en fait, du coup, donc là, je vais aller sur la branche. Donc là, en fait, on va commencer dès le début. Donc, du coup, j'ai vibe codé sur ce call. Et du coup, eh bien, j'en suis arrivé avec une commande MCP. Une commande MCP. Donc je suis abouti sur une commande MCP. Voilà. Et donc, alors moi, ce que j'ai fait, du coup, c'est que je suis allé dans Cursor, ici, donc la commande. Donc, évidemment, vous pouvez éditer vos serveurs. Donc là, en fait, au niveau de la commande, j'avais testé à la base d'en faire une application web. Mais finalement, je me suis rendu compte que peut-être ça serait peut-être mieux de continuer son avancée et finalement de rester sur la commande, puisque l'intérêt aussi c'est d'être compatible avec la norme, je ne sais plus laquelle il liste, mais il y a une norme bon, j'arrive plus à trouver. Enfin, c'est la norme 2015, quelque chose comme ça. Voilà, non, c'est la norme 2024, 11. Voilà. En fait, ici, on a différentes versions du protocole. Donc, pour je rappelle, en fait, c'est le protocole qui a été développé par Anthropic. Et donc là, l'intérêt aussi, c'est de rester sur un protocole, on va dire, ancien pour assurer un petit peu la maintenabilité. Et donc là, on a utilisé le protocole 2024 du 5 novembre. Voilà, donc là, j'ai fait mon choix et du coup, je démarre mon serveur MCP. Et donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que eh bien, j'ai le petit point vert qui s'affiche. Et donc là, maintenant, je vais demander, dans une nouvelle fenêtre de chat, list all my Symfony commands. Donc voilà, donc là, en fait, il me demande, voilà,
il a trouvé le tools MCP list command. Donc moi, j'ai dit OK, run-moi ce tools. Et donc là, il me dit, voilà, quelles sont mes commandes. Donc là, évidemment, dans la commande MCP, en fait, j'en ai fait une commande MCP. Donc là, on va la voir aussi en détail. Donc la commande MCP, ce qu'elle fait, c'est que elle utilise l'article de blog. Donc en fait, puisque j'ai fait un copier-coller de cet article, donc elle utilise l'article de ce blog. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va simplement reprendre l'existant, donc avec la partie stdin, la partie process line, on a exactement pareil. En fait, tout ça, c'est juste rajouté dans une commande Symfony. Et donc là, j'ai exactement la même chose. Voilà, donc là, on a fait, on va dire, le bootstrap pour avoir notre serveur MCP. Ensuite, donc qu'est-ce que je veux faire ensuite? Eh bien, maintenant, on va intégrer une commande de recherche pour entreprise. Donc là, pareil, j'ai sorti mon prompt pour bytecoder, puisque maintenant vous connaissez bien cette définition, et je lui ai dit, créez-moi une commande Symfony qui s'appelle app recherche entreprise, qui utilise l'API recherche entreprise grâce à la structure de code mise à disposition. Donc là, en fait, j'ai repris recherche entreprise API Gouv, et donc voilà, donc en fait j'ai repris ce document, je l'ai mis dans le chat, et du coup au niveau, donc là on va aller sur, on va faire un checkout de la branche. Donc qu'est-ce qu'il m'a fait? En fait, donc là en faisant du prompting, il m'a sorti une commande qui s'appelle recherche entreprise commande. Et donc là en fait l'intérêt c'est d'avoir la query avec tous les paramètres qui sont possibles qu'on peut passer à la query. Voilà, donc là, typiquement, je vais demander, alors oui, il faut redémarrer. Alors ce qu'il y a, c'est que lorsque vous changez votre fichier, donc là, je réteins, en fait, donc il y a juste un refresh, il me semble. Donc là, ça redémarre le protocole MCP du serveur. Et donc là, je vais demander de call my Symfony commande qui s'appelle, je l'ai appelé comment, voilà, donc en fait je l'ai dit, voilà, bon j'ai mis directement la commande, mais du coup avec le MCP on peut lui demander, donc j'ai dit app recherche entreprise, et je lui ai dit voilà, moi j'ai envie de m'intéresser à la société La Poste. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, il a trouvé qu'il faut call la commande. Et donc, eh bien, c'est un fail. Allez, on recall. Ouais, c'est bizarre ça. Pourquoi il n'arrive pas à call mon... C'est pas possible ça. Donc voilà, bon bah mon serveur MCP ne fonctionne pas forcément. Voilà, donc là il est arrivé à trouver la bonne disposition. Voilà, donc ça, si vous avez des informations, eh bien je veux bien avoir des informations par rapport à ça. Donc là, il est en train de générer. Donc là, donc je ne sais pas pourquoi, en faisant ce call, il n'arrivait pas à trouver le format paramétreur. Et tout à la fin, eh bien, finalement, il est arrivé à le mettre. Et donc là, donc, si je reprends la poste, eh bien, là, ça me génère donc des résultats. Et au total, il y a plus de 10 000 résultats pour la poste. On avance dans le projet. Donc là, j'ai mon MCP avec la Poste, donc je suis très content. Je vais pouvoir faire ma recherche d'entreprise. Et effectivement, donc là, si vous souhaitez, je vous ai mis tout un tas de recherches à faire au niveau du terminal. Et maintenant, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de parler plus en détail sur quelque chose qui s'appelle Astra et quelque chose qui s'appelle Arise. Et pour cela, on va repasser sur navigateur.
Alors, ce que je vous invite à faire aussi au niveau du serveur MCP, c'est aussi d'aller sur le GitHub MCP Server qui montre effectivement le détail. Et donc, très récemment, eh bien, je me suis intéressé à des outils comme DataStax. Et donc, au niveau de cet outil, eh bien, vous allez pouvoir accélérer votre production d'IA et de no-code at scale. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de deux produits principaux donc chez DataStax, qui sont AstraDB et Langflow. AstraDB, donc, c'est une base de données qui vous permet de vectoriser vos documents en NoSQL, et Langflow, c'est un éditeur qui vous permet de faire du RAG development. Voilà, donc là, c'est le site de AstraDB avec la petite démonstration. Donc, je vous laisserai lire derrière. Donc, derrière, en fait, ce sont les personnes qui ont développé la base de données Cassandra. Et aussi, donc, on a Langflow. Et donc là, c'est pareil, donc je vous montrerai l'utilisation que j'en ai fait. Donc en fait, ça ressemble un petit peu à l'application qui s'appelle Flowise, sauf que Langflow est vraiment spécialisé dans la scalabilité de vos recherches. Et tout à l'heure, nous verrons Eurise. Eurise, donc, c'est un Unified Observability et Evaluation Platform pour IA. Et nous verrons en fait à quoi sert Eurise par rapport à nos différents modèles que l'on souhaite scaler. Donc, tout d'abord, eh bien, en fait, voilà. Donc là, je suis directement dans mon dashboard chez DataStax. Donc, je ne vais pas vous montrer directement comment j'ai mis tout ça en place. Ce que je vous suggère, c'est d'aller voir donc la documentation DataStax. Donc ici, donc là, on a la doc. Mais moi, du coup, je suis dans mon interface serveur. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté donc une nouvelle base de données que j'ai appelée Recherche Entreprise MPC Server. Et derrière, en fait, eh bien, j'ai des clés identifiants et aussi des clés d'API que je retrouve dans mes settings. Et donc, c'est pour ça que donc là, on arrive au troisième point où j'ai rajouté le support de Astra pour upsert les données des entreprises. C'est-à-dire que, en fait, quand on parle de upset, eh bien, on va dire qu'en fait, qu'une entreprise qui a un même sirène, eh bien, soit n'est pas trouvée dans la base, soit est trouvée, et à ce moment-là, on met à jour ces données. Et aussi, on vectorise sa configuration par rapport à l'ensemble des données qu'on a faites. Donc on va voir comment on vectorise sa configuration. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vectorisé directement dans ma commande. Donc là, si on regarde mon graphique, donc là, j'ai fait recherche entreprise commande. Donc en fait, là, j'ai dû au niveau de composer, j'ai rajouté l'injection de dépendance. J'ai rajouté donc mes variables d'environnement. Donc j'ai dû rajouter ma clé OpenAI. Et aussi, donc, sur Astra, j'ai dû rajouter donc, Astra Data Center. Donc là, en fait, c'est trois informations qu'il vous faut pour en fait, cibler la base de données. Et donc, là, si je reviens ici, donc la recherche entreprise, qu'est-ce qui a été ajouté? Donc, en fait, j'ai rajouté un service Astra Service. Et dedans, en fait, donc là, quand je fais la requête de ma commande avec donc mes activités, mes catégories, tout ça, eh bien donc j'ai les résultats de toutes mes entreprises et en fait tout à la fin, eh bien en fait je vais les populer les résultats dans Astra. C'est-à-dire qu'en fait à chaque fois que je fais une recherche de Astra, donc là ici là j'ai fait ma petite recherche là ici de la Poste, et bien en fait ces données vont être populées directement en base. Et aussi, lorsque j'observe mes données, donc là en fait si je regarde mon service Astra Service, et bien en fait je vais aussi utiliser OpenAI pour générer en fait l'embeddings du document.
C'est-à-dire qu'en fait, là, lorsque je vais upsert mon entreprise, donc là, j'ai la liste de mes entreprises. Pour toutes mes entreprises, en fait, je vais générer l'embedding via OpenAPI. Donc là, je le génère en faisant un call HTTP de OpenAPI pour l'embedding. Aussi, ce qu'il y a, c'est que... Donc là, j'ai choisi le text embedding ADA 002. Bien sûr, vous, quand vous allez vouloir faire une recherche, donc on verra tout à l'heure, il faut bien préciser le même embedding que vous avez utilisé pour la recherche. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a aussi des problématiques de coût, c'est-à-dire que lorsque vous mettez des documents en base, eh bien, à chaque fois que vous faites une requête, un embedding, ça vous coûte de l'argent. Donc là, moi, pour l'instant, je l'ai fait sur 10 résultats, donc ça va. Là, si j'ai des résultats du genre de 200 000 résultats, effectivement, il va falloir que je commence à penser un peu à ma facture OpenAI, parce que eh bien, le nombre d'embeddings sera compté à chaque fois que vous faites un appel. Et donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que du coup, donc c'est là où intervient la documentation. En fait, dans Astra, je vais, pour faire un upset, je vais chercher un document. Donc là, je vous remets à la documentation Astra, dans laquelle, en fait, je vais demander donc, de filtrer sur le... donc là, en fait, je veux mon document par rapport aux sirènes, voilà ça. En fait, une entreprise est unique pour moi à partir du moment où elle a le même sirène. Donc, si ça existe en base, bah alors je mets à jour mon embeddings et les datas, et sinon, en fait, je fais un nouvel insert. Donc, en fait, avec ma commande, avec mon protocole MCP ou ma commande bash, eh bien, en fait, je populate directement ma base Astra, qui est ici. Donc là, par exemple, je vais la mettre à jour, parce que hop. Donc là, ça me recharge. Donc là, j'ai fait, donc là, par exemple, là tout à l'heure, donc j'ai fait des recherches sur la SNCF, sur la Poste, et j'ai aussi fait des recherches sur les agences web. Et donc, du coup, bah, moi, ça me popule les résultats. Et donc, dans mes résultats, donc ça reprend ce qui est retourné par la documentation de API Gouv, avec donc des notions de siège, activité principale, création, date de mise à jour. Donc en fait là, en gros, dans mon MCP, je lui ai dit voilà, cherche-moi ces entreprises. Et en faisant ces recherches, eh bien, je popule ces résultats dans Astra. Alors aussi, moi, je suis allé dans la console. Pourquoi je suis allé dans la console ? Eh bien, c'était pour cleaner la base. Donc, en l'occurrence, donc là, en fait, moi, j'avais interrogé la base parce qu'en fait, je cherchais à vider ma table. Donc, vous ne pouvez pas le faire sur l'interface. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait au niveau de la console, en me connectant à ma console et en faisant une commande spéciale, où, un peu comme en SQL, je fais un truncate. Et du coup, ça m'a supprimé mes résultats pour que je puisse les réajouter. Voilà, donc ça, c'était pour Astra. Et maintenant, on va passer sur Langflow. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que Langflow ? En fait, Langflow, c'est un outil qui est complémentaire à Astra, qui permet en fait de faire des modèles de RAG et aussi d'interroger les modèles avec du coup un chatbot. Alors comment ça marche Langflow ? Eh bien, vous allez l'installer donc avec donc là, moi j'ai installé Python. Donc vous pouvez aussi installer la version desktop. Vous pouvez aussi utiliser la version cloud. Moi, j'ai installé Python, j'ai installé UV aussi. Je ne connaissais pas, d'habitude, j'utilisais pip, mais UV, en fait, c'est basé sur Rust. Donc, en fait, de ce que j'ai compris, c'est beaucoup plus rapide. Et donc, j'ai fait un UV, pip install Langflow, et j'ai fait un Langflow run. Alors, il y a quand même une particularité par rapport au run, c'est que donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis placé dans cet environnement. Là, je ne vais pas ouvrir le fichier, mais en fait, dans cet environnement, j'ai mis mes clés. En fait, j'ai mis mes clés Arise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra tout à l'heure au niveau de Arise. Donc ça, je vous montrerai. C'est pour faire de la traçabilité. Et en fait, lorsque j'ai démarré Langflow, lorsque j'ai fait un run de Langflow,
eh bien en fait je lui ai précisé mes variables d'environnement Arise, ce qui fait que quand en fait je suis au niveau de l'interface qui est ici, qui est démarrée, eh bien en fait à chaque fois que je vais faire en fait à chaque fois que je vais faire des opérations, les données vont aller directement chez Arise. Et donc là en fait ici, là le schéma que je vous montre, c'est exactement le schéma que j'ai reproduit en PHP. Alors moi je l'ai fait directement en PHP, mais en gros c'est exactement la même. C'est-à-dire qu'ici, imaginons que vous chargez vos fichiers qui viennent de l'API, comment ça s'appelle, de l'API du gouvernement. Et bien en fait vous allez mettre les fichiers en SSV ici, vous allez pouvoir faire des chunks, des choses comme ça, et vous allez mettre l'embedding. Et dedans en fait vous allez populer la base de données Astra Recherche Entreprise et la base de données. Donc ça en fait c'était pour vous montrer l'aspect RAG pour populer la base. Moi ce que j'ai fait c'est que du coup je l'ai fait directement en PHP, donc ça c'est l'équivalent de l'avoir fait en PHP, quoi. C'est exactement pareil. Sauf que du coup eh bien là je vais vous montrer la partie de chatbot. Et donc là, en fait, là, c'est la partie où je vais pouvoir un petit peu regarder comment fonctionnent mes données. Donc comment ça fonctionne? Donc là, je mets ma clé OpenAPI, dans laquelle en fait je vais... donc là, c'est l'embedding de AstraDB. Et en fait, je vais déclarer un agent qui s'appelle Orchestrating Agent, qui va récupérer en outil ma base de données. Et en fait, on peut mettre plusieurs types d'outils. Donc, par exemple, donc là, on verra tout à l'heure. En gros, moi, ce que j'ai fait, c'est que ma base de données, je l'ai restreint au niveau de la base. C'est-à-dire que là, mon Orchestrating Agent, donc je lui ai mis un prompt qui est assez conséquent. Vous inquiétez pas, le prompt, vous le retrouvez, vous le retrouverez dans le README. Je l'ai remis en fichier. Mais en gros, vous lui disiez de manière très claire, voilà, vous êtes un agent qui demande en fait d'avoir des réponses très précises et qui appelle le tool quand tu en as la possibilité. Et si par contre le tool il répond qu'il ne sait pas, eh bien vous dites voilà, j'ai pas l'information. Donc en fait, l'agent d'orchestrateur, il va requêter en fait ces différents tools. Et s'il voit qu'il n'a pas l'information, à ce moment-là, eh bien, il va renvoyer ouais, j'ai pas l'information. Et l'orchestrating agent, eh bien, il va chercher sur différents tools. Donc là, c'est pour ça que là, au niveau de l'edit tool, j'ai dû modifier cette donnée où j'ai dit voilà, ici en fait, c'est un tool de type recherche. Et dans cette recherche, eh bien, je souhaite récupérer des informations de la base. Voilà, la recherche est spécifique aux sociétés et tu peux faire une recherche de société parmi différents critères. Donc en fait, cet outil base de données Astra est spécialisé dans la recherche de sociétés et c'est les informations qu'on a populées juste avant. Et au niveau du tool, si vous n'avez pas assez de données et que par exemple vous souhaitez faire une recherche sur Internet parce qu'il ne trouve pas les informations, eh bien vous pouvez compléter sur Tavi AI Search. Donc ça je ne l'ai pas fait. Il faut se connecter sur le site, rajouter sa propre clé API, bien spécifier au niveau de la partie tool que en fait vous êtes le dernier ressort pour répondre à l'agent si vous n'avez pas l'information. Et donc à ce moment-là, vous mettez cette petite phrase qui dit voilà, eh bien en cas de dernière nécessité, tu réponds en faisant une recherche sur le web. Donc nous, pour l'instant, on va oublier donc la partie Talvi, mais on va se concentrer sur la partie AstraDB. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait quelques playgrounds. Donc là, ici, par exemple, j'avais demandé où est-ce que la poste est located. Donc là, on va refaire on va reposer la question. Alors, où est-ce que la poste est located? Donc là, en fait, il va déjà interroger l'orchestrating agent. Et là, en fait, il fait une recherche directement sur AstraDB, sur les documents. Voilà, donc là, il me ressort un petit peu les mêmes résultats parce que, bon, j'ai pas changé. Mais bon, là, tout à l'heure, j'avais aussi fait des choses sur la SNCF. Donc, where is la
donc SNCF located, voilà, on va faire le même type de recherche. Donc là, j'ai mon agent qui démarre, j'ai ma base de données aussi qui interroge ma base de données, ça tombe bien. Et donc, a priori, le headquarter, il est localisé à Saint-Denis, à 2 places des Étoiles. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, en fait, voilà, donc tout ça, en gros, ça vous permet d'itérer sur vos données de recherche d'entreprise. Voilà, donc ça, c'est ce que je parlais, c'est-à-dire qu'en gros, lorsque vous voulez intégrer Arise avec Langflow, donc ça, c'est dans la documentation. C'est pour ça que là, maintenant, on va commencer à parler de Arise. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, vous spécifiez vos clés, vos API clés, et en fait, vous allez demander à Langflow de runner avec l'environnement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire des recherches, des choses comme ça, eh bien, Arise, il va récupérer ces données dans ce tableau de bord. Donc là, par exemple, en fait, je me retrouve avec différents projets. Et donc, en particulier, donc, au début, j'avais fait un United Document, et maintenant, comme je l'ai renommé, bah, ça m'a remis un autre nom. Et là, en fait, j'ai mon chat recherche entreprise. Voilà, donc là, je vais exécuter, voilà, où est-ce qu'est la poste. D'ailleurs, je me demande si... where is la poste? Non, ça, c'était d'autres recherches que j'avais faites. Donc voilà, donc là, l'intérêt, c'est d'avoir des sessions de run au niveau de l'agent. Et donc, ici, en gros, vous allez pouvoir débugger de manière fine l'exécution de votre LLM. Et donc, en fait, vous allez pouvoir voir tous les outils qui vous ont servi à générer votre LLM. Donc là, par exemple, ça m'a mis 8 secondes pour runner un agent lambda, parce que en fait, la base de données Astra, elle est sur... donc là, moi, j'avais mis un... Je l'avais mis donc chez AWS en Irlande. Là, c'était quelque chose qui était proposé. Donc du coup, donc là, l'exécuteur agent, donc il a fait une runable secteur. Donc, alors je ne sais pas si c'est un lambda AWS, mais en tout cas, il m'a runné lambda. Je suppose que c'est un lambda AWS. Donc après, j'ai fait des opérations de chat OpenAI, j'ai fait des embeddings. Donc là, c'est voilà. Et après, il a refait un run. Et donc là, c'est aussi un autre LLM. Et donc là, tout à la fin, l'agent qui parse l'output pour me donner la réponse. Voilà, donc pour aller plus loin, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué. Donc là, c'est pour ça qu'on va voir la suite au niveau de Arise. Et donc là, qu'est-ce qui m'a intéressé dans Arise? Donc Arise, ça vous permet, donc je ne vais pas vous montrer spécifiquement, mais en gros, l'intérêt de Arise, c'est que vous allez pouvoir faire des expérimentations sur vos différents modèles. Lorsque vous êtes dans Arise, vous allez pouvoir évaluer vos modèles. Donc là, j'ai commencé à préparer un modèle d'expérimentation. Et en fait, ici, vous allez pouvoir comparer de manière assez fine différents types de modèles pour comprendre en fait quels sont les modèles qui réagissent le mieux en fonction de vos objectifs. Et donc pour cela, donc j'ai commencé donc à faire cette paire. Donc en fait cette paire fonctionne, elle est partiellement fonctionnelle dans le sens où elle ajoute deux fonctionnalités. Donc d'une part, donc j'ai rajouté le service Arise, mais d'autre part, donc dans Astra, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un événement de prédilection. Donc à chaque fois que j'ai des nouveaux documents qui sont rajoutés donc dans Astra, eh bien je vais rajouter avec Arise une prédictabilité sur ces documents, comme par exemple le temps qu'il a pris à embed mes documents, le nombre de dimensions, des choses comme ça, quoi. Donc ça, en fait, je rajoute de l'information par-dessus mes données que je soumets à Astra.
Et deuxièmement, donc la deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une commande qui s'appelle Run Dataset Experiment Command. Et donc ça, en fait, c'est une commande qui va vous permettre en fait d'expérimenter vos datasets. En particulier, donc là, j'ai différents types de data. Donc j'ai des features, des grounds, des prédilections. Et donc en fait, ça, c'est un petit peu les données sur lesquelles vous allez travailler. Donc là, cette commande, pour l'instant, elle fonctionne pas spécialement. Je l'ai pas. Donc là, il faudra que je raffine un petit peu pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais l'idée, en gros, c'est de pouvoir donner un jeu de dataset, donner aussi du scoring sur les catégories qu'on souhaite, enfin les catégories, les mots qu'on souhaite prospecter, et aussi des scores de prédilection sur nos jeux de données. Et donc, en fait, avec tout ça, vous allez pouvoir, par exemple, par rapport au monde des entreprises, spécialiser votre recherche sur tel type d'entreprise. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que cette entreprise est spécialisée dans l'e-commerce? Est-ce que cette entreprise fait beaucoup de chiffre d'affaires? Quels sont les nombres d'employés? Des choses comme ça. Et en fait, vous allez spécialiser votre modèle d'apprentissage via Eurise. Donc, pour en savoir, en fait, pour transmettre les données de Eurise, alors, ce qu'il y a, c'est que Eurise, principalement, utilise du Python. Donc moi, en fait, j'ai dû reprendre le SDK pour un petit peu ajouter ces datas en PHP. Donc là, actuellement, je suis en train de voir avec le support pour essayer de voir si j'arrive à communiquer avec Eurise depuis mon serveur PHP. Et donc, voilà. Donc, si vous souhaitez aller plus loin dans la génération de vos jeux de données, eh bien, je vous encourage à aller voir donc ce book qui s'appelle Langflow Eurise IPPWN. Donc ça, c'est un book qui va vous permettre de mesurer de manière accurate, de manière précise, des modèles argentiques entre Eurise et Langflow. Et si vous êtes plus intéressé encore sur Eurise, eh bien, vous pouvez consulter Phoenix, qui est en fait quelque chose que vous installez en local et qui vous permettra justement d'avoir le dashboard que vous voyez ici. Donc moi, pour l'instant, je suis sur la solution Cloud du dashboard. Voilà pour cette partie et de ce que j'avais à dire. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez retrouver les sources. Donc j'ai partagé les sources sur ce dépôt GitHub que je vais bien sûr mettre en public quand j'aurai publié mon blog. Et dedans, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire du vibe coding, dans le sens où vous avez les prompts qui vous permettront de réaliser entièrement ce même projet donc chez vous, dans votre canapé. Bon, il y a quand même un prompt que j'ai rajouté, c'est le prompt de l'orchestrateur, parce que il est quand même assez long. Mais avec tout ça, en fait, vous êtes capable de refaire la même chose. Et pour finir, et pour aller plus loin, donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas pu regarder de mon côté, mais je vous encourage à voir la vidéo de Alexandra Spalato, qui parle de RAG, justement, avec l'outil qui s'appelle Vectorize. Donc là, je ne vais pas spoiler la vidéo, mais l'idée, en gros, c'est de pouvoir faire vos propres chatbots en vectorisant vos sources de données. Donc Vectorize, en fait, c'est un outil que je ne connaissais pas et que j'ai découvert en regardant la vidéo de cette chaîne, et qui vous permet, en fait, d'avoir une source d'acquisition assez dynamisée avec l'IA. Donc Vectorize, c'est sûrement un outil pour lequel je vais m'intéresser pour faciliter l'acquisition de mes données. Alors après, évidemment, ce que je vous ai quand même pas dit sur Langflow, quand même, parce que je voulais quand même préciser les atouts de Langflow, c'est que Langflow quand même propose un certain nombre d'outils
Donc vous pouvez utiliser des agents, vous avez beaucoup de bundles, donc vous pouvez utiliser Amazon, vous pouvez utiliser LangChain, DataStax évidemment, Notion, vous pouvez utiliser du NVIDIA, du Git. Là, vous pouvez aussi utiliser, donc ça c'est sûrement quelque chose qui va m'intéresser, c'est de pouvoir utiliser des données de type YouTube. Alors aussi il y a Wikipédia. Je sais plus trop où c'est. En fait, j'avais vu un dépôt GitHub qui parlait de comment récupérer des informations en temps réel avec Wikipédia. Il me semble, c'est dans les tools. Voilà, c'était ça. En fait, ici, vous avez des tools qui vous permettent en fait, d'aller chercher des informations sur Wikipédia, de faire des recherches Google, de faire des recherches de Go. Et là, ici, par exemple, j'ai mon Travis AI Search. Vous avez aussi des opérations de mémoire. Donc là, ici, on a vu AstraDB. On peut avoir aussi la base de données Cassandra. Vous pouvez aussi utiliser Redis. Alors moi, il y a aussi un autre système partagé que je connais qui s'appelle Aerospike. Et donc voilà, c'est un outil qui est assez intéressant par rapport à du Redis et qui permet de faire du NoSQL en clé-valeur. Ça, évidemment, ce sont les agents. Alors, ce que j'ai oublié de préciser par rapport aux agents, c'est qu'ils sont customisables vraiment comme si vous écrivez du code. Là, ici, si vous allez dans l'aspect code, vous pouvez entièrement écrire votre agent en Python. Vous êtes complètement libre d'écrire vos agents. Ensuite, vous avez aussi toute ligne que vous pouvez retrouver dans des outils de type graph qui vous permettent de faire des combinaisons de data, des filtres, de traiter de la donnée. Si vous avez un problème de données, donc là c'est là en fait où je pourrais où je pourrais interroger Vectorize, ça serait de faire une API request pour récupérer les données et ainsi alimenter Langflow. Là, vous pouvez écrire vos prompts et vous avez des notions de input et de output au niveau de votre playground. Alors ici, effectivement, vous pouvez tester votre playground avec votre chat et aussi vous pouvez publier votre playground et votre playground est aussi accessible par une API. Et ça, en fait, tout ce qui est API, ça va aussi m'intéresser par rapport à Uniflow, puisque avec Uniflow, je vais pouvoir requêter l'API de LangChain qui est exactement ici. Voilà pour cette session et j'espère que cela vous a intéressé. Voilà, si vous voulez affiner votre recherche et faire des recherches beaucoup plus poussées et techniques, que vous soyez développeur en pleine recherche ou que vous soyez intéressé pour les entreprises, chercher des partenaires, chercher des investisseurs, chercher des partenaires commerciaux, des sales, de comment vendre vos produits à des sociétés qui sont ciblées dans votre marché, eh bien, vous avez ici tout un tas de configurations qui vous permet à la fois de faire une recherche fine avec un serveur MCP, en alimentant une base de données Astra, et ensuite avec Arise en affinant votre modèle de données. Si vous avez aimé ce contenu et si vous aimez les vidéos que je produis, eh bien je vous encourage à mettre un like sur la vidéo, de commenter et de partager sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, eh bien je vous dis à la prochaine.